Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles de pixels qui décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Cette semaine, numéro 88, avec une thématique, je pense, sur le plateau un peu visible. Si vous nous regardez en direct, a priori, ce sera assez identifiable. On va parler évidemment des films de sabre et des samouraïs pour la sortie d'un grand jeu, Sekiro. Je désamorce tout de suite, on ne va pas le tester cette semaine parce que le ratio skill étant disponible n'est pas forcément optimal, donc on se donne une semaine pour vous en parler correctement. Bon, je vais présenter, parce que je suis pas très poli, l'invité, Johan Orzulik. Comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. Alors, on t'avait déjà reçu pour parler de Rocky et de la boxe. Tu es chroniqueur sur Furiosa et pour la chaîne Monsieur Bobine. C'est bien ça, oui. Qui a sorti un nouveau numéro récemment. C'est bien ça, sur le rajeunissement numérique, qui est signé Cyril Roland, que je salue au passage, comme tout le reste de l'équipe. Donc Julien, Aurélien, les deux Auréliens, parce qu'il y avait un ami à moi qui n'a pas pu venir, qui est Aurélien Sangiuliu, qui est un très très grand passionné de cinéma asiatique, qui s'y connaît même bien davantage que moi, et donc à qui je passe le bonjour, voilà, s'il nous écoute. Ne sois pas économe de tes plus beaux mérites, enfin. Bon, évidemment, vous l'aurez reconnu, c'est Grégoire. Salut tout le monde. Comment ça va ? C'est compliqué aujourd'hui. Compliqué ? Tu enchaînes 2 émissions, c'est vrai ? Ouais, mais c'est pas pour ça que c'est compliqué, c'est plus que je vais boire un peu d'eau et puis ça va passer dans quelques heures. Lendemain de soirée. De quoi tu nous parles cette semaine ? De Love, Death and Robots. Ouais, tout à fait, sur Netflix. Ok, bon, on verra, j'ai pas de spoiler, on verra tout à l'heure. Très bien. De l'autre côté du plateau, nous avons Jonathan et Charlie. Comment ça va ? Bonjour. Très bien. Très très bien. Bah, toi, donc Charlie, tu vas nous parler cette semaine d'un film sorti au cinéma. Us de Jordan Peele, donc réalisateur de Get Out. Je vois dans la régie que ça s'active pas mal, les deux bras en l'air. Forcément, l'Unise, I Got Five on It, hein, forcément, t'es MTC. Et Jonathan, comment ça va ? Bah très bien, très bien. Content d'être là pour un sujet qui me plaît autant qu'il m'inspire. Ah bah parfait. Donc tout le monde est content, tout le monde est inspiré. C'est Hyperlink numéro 88, spécial Samouraï avec les critiques de Us et Love, Death and Robots. Mais tout de suite, ce sont les news. Les news, on commence avec un grand point sur les Indies cette semaine, les jeux vidéo indépendants à la une sur Switch. Donc quelques annonces. Tout d'abord Cuphead, qui donc développé par le studio MDHR, édité par Microsoft, exclu jusqu'à maintenant Xbox One et PC et Mac, si je dis pas de bêtises, qui sortira sur Switch le 18 avril. Ça montre un premier pas dans le grand rapprochement entre Microsoft et Nintendo que nous avait révélé Epion de jeuxvideo.com, qu'on salue d'ailleurs. Et donc on aura davantage d'informations évidemment là-dessus dans le mois qui vient, notamment une petite conférence, je crois, étendre l'écosystème Microsoft à tous les devices, voilà, le mois prochain, donc à suivre d'assez près. Une autre grosse annonce, Cadence of Hyrule, né des efforts conjoints de Brace Yourself Games et de Nintendo, qui est un crossover, je vous le donne en mille, entre Crypt of the Necrodancer et Legend of Zelda. Crossover de l'impossible, absolument extraordinaire. On rappelle, c'est un jeu de rythme, dungeon crawler, avec donc où il faut se déplacer en rythme avec la musique. Et donc appliqué aux mécaniques de Zelda, c'est assez choupi, c'est assez sympa, avec un petit remix de Link's Awakening en plus pour habiller tout ça. Ça sortira au printemps, on n'a pas de date pour le moment. 2 petits jeux qui m'inspirent encore, c'est Katana Zero de ASCII Soft et Devolver, un petit jeu de flipper, action plateforme avec un petit samouraï justement. On va taper sur les projectiles de l'adversaire pour les renvoyer avec des bumpers, etc. Donc je veux jouer à ça, voilà, ça m'a l'air assez rigolo. Blaster Master Zero, autre jeu, hein, voilà, où tu tires et où tu slashes et où tu parles mal. Disponible dès cette semaine. Et pour rigoler, un petit jeu indé, ça me fait rigoler de voir ce nom-là et jeu vidéo indé dans la même phrase, c'est Stranger Things. Voilà, Stranger Things qui s'invite sur Switch au mois de juillet, en même temps que la saison 3 quand elle arrivera sur Netflix. Pour finir ce grand tunnel, des réductions sur le catalogue indé sur le l'eShop Nintendo Switch toute la semaine jusqu'au 27 mars. Donc profitez-en, et quelques très belles belles affaires. Très bien. Bon, alors du coup, quelle annonce a retenu votre attention là-dedans ? Je t'ai vu jubiler, Jonathan. Moi, j'avoue que Crypt of the Necrodancer X Zelda, c'est quand même c'est super quoi. C'est le Fiat Album Zelda qu'on n'aura jamais. Enfin, ça peut être super d'utiliser Crypt of the Necrodancer et de lui faire avec la sauce Zelda. Alors, est-ce que ça sera juste les musiques ? Est-ce qu'ils vont aussi, j'espère, mettre un peu le skin Zelda dessus ? Ça peut vraiment. Link et Zelda seront jouables. D'accord, bon bah voilà. Bah, donc sold. Très bien, et on aura peut-être Crypt of the Necrodancer dans Smash du coup. Je sais pas, je propose. Je pense qu'il y a d'autres trucs avant. Il y a d'autres trucs avant. Il y a Beautiful Joe par exemple. Ou tout simplement des images de Joker, ce serait sympa. On enchaîne avec toi, Jonathan. Du coup, tu gardes la parole parce que Mon Tunnel
laisse place au tien, Google Stadia, parle-nous-en. Google Stadia, on en parlait la semaine dernière avec l'annonce du 19 mars. Alors qu'est-ce que c'est Google Stadia? C'est du cloud gaming, c'est la nouvelle technologie made in Google. Donc pour faire en fait du jeu vidéo à partir de n'importe quel écran qui puisse avoir un navigateur internet. Donc qu'on nous garantit sans téléchargement, sans patch, sans souci, avec du 4K 60 FPS. Pendant la conférence, il montrait d'ailleurs qu'on pouvait passer facilement d'un écran d'ordinateur à un écran de téléphone avec plein d'écrans différents. Là-dessus, donc compatible avec toutes les manettes, enfin en tout cas avec les manettes existantes comme PS4 ou Xbox One, mais aussi avec sa propre manette, le Stadia Controller. Donc on n'a pas vu de hardware à part ça, mais on a vu ce contrôleur qui d'ailleurs a un petit bouton Google Assistant pour pouvoir consulter une solution du jeu sans avoir à partir du jeu. Voilà. Et alors au niveau des jeux, on a eu une confirmation, c'est que Doom Eternal, donc le Doom 2, le reboot va être disponible là-dessus. Donc ça a été confirmé. Il y a des chances que des jeux comme Assassin's Creed Odyssey, qui était le jeu de démarrage sur Project Stream, donc l'essai pour cette technologie, soit jouable aussi. Peut-être aussi Rise of the Tomb Raider, ils en parlaient pendant la conférence. C'est surtout que pour le reste on ne sait pas encore. Donc ce Google Stadia doit être disponible cette année, on en saura plus pendant l'été. Et Ubisoft était présent dans la conférence, bien mis en avant avec Yves avec son petit cigare, voilà, tranquille, ouais. Yves qui était là, Yves Guillemot, et on pense que il est probable que les prochains AAA made in Ubisoft soient disponibles tout de suite sur Stadia, qui d'ailleurs utilise le crossplay avec les autres consoles. C'est pas l'annonce la moins importante. Toi Grégoire, Google Stadia, ça te parle? Ils ont lancé un studio aussi, ils ont créé un studio avec Raymond à sa tête. Jed Raymond, tout à fait. Raymond, ouais. Donc tout le monde parlait d'un peu d'une nouvelle console, mais finalement c'est totalement logique qu'il rentre. Enfin, c'était un peu tard pour sortir une console, quoi. Par rapport aux autres acteurs, déjà que Microsoft prépare la prochaine et dernière génération de consoles tangibles. Et donc là. Ouais, c'est un nouveau pas dans l'économie de la captation, quoi, quand même. C'est important de le souligner, quoi. Disons qu'on te fait venir avec l'interopérabilité en mode mais oui, tu peux brancher ta manette, machin, puis au final l'écosystème il est complètement clos, quoi. T'as YouTube, tu es dans Google, quoi. Ouais, mais c'est ça, mais en fait c'est totalement logique quand tu regardes aussi Facebook, c'est ce qu'ils vont faire avec toutes leurs applications, toutes les connecter, les rendre plus. Enfin, une fois que tu mets le pied dedans, ça t'en sors pas, quoi. Bon, donc, on va peut-être pas prendre de l'avance sur ce grand débat, mais mets ta vie qu'à la prochaine conférence de Microsoft sur justement étendre l'écosystème Microsoft sur différents appareils, voilà, on aura la réponse à Google. Oui, d'autant que sur le site de VL, il y a un article qui résume bien tout. De Ariane, tout à fait. Donc là, on vous y renvoie si jamais vous voulez en voir plus. Et peut-être qu'un jour, très vite, on aura la question à cette grande réponse. Est-ce que ça va faire tourner Persona 5 ? Oui, parce que les Persona 5, du coup, qui avait une petite annonce cette semaine. Merci pour cette transition. Bah oui, mais voilà, Persona 5 The Royal. Donc il y avait un P5R qui avait été déposé il n'y a pas longtemps par Atlus, et donc il va y avoir un Persona 5 un peu revampé, comme il y avait eu avec Persona 3 portable, comme il y avait eu avec Persona 4 Golden. Donc là ce sera Persona 5 The Royal avec un petit teaser qui nous montre un personnage féminin. Est-ce que ce serait la version féminine du héros ou un nouveau personnage? On n'est pas encore sûr. Manifestement ça devrait pas être, parce qu'il y a un petit truc qui montre qu'elle n'est pas dans la même année que le personnage, donc à savoir. Mais en tout cas on en saura plus. Donc c'était une annonce pour la grosse annonce qui aura lieu le 24 avril, mais voilà, comme d'habitude on nous a teasé un teaser. Voilà, on nous a teasé la bande-annonce ou la grosse annonce. Mais voilà, Persona 5 n'a pas fini de faire parler de lui, et je pense que dans cette audience, il y aura des gens qui ça ne déplairait pas. Ah bah oui, non mais jeu du cœur, hein, comme d'habitude, je vais pas forcer, hein. Mais bon, tu le fais à ma place. Mais effectivement, Persona 5 Royal, peut-être qu'ils attendaient cette annonce-là aussi pour dévoiler du gameplay de Joker. Justement, est-ce que Joker serait masculin et féminin? Voilà, ce serait possible, effectivement, mais je crois comprendre que dans la traduction du trailer, le personnage dit non, les Phantom Thieves, je les aime pas trop, donc peut-être que c'est un nouvel antagoniste pour les 2 mois de timeskip du jeu original qui seront cette fois-ci remplis avec une nouvelle histoire, peut-être, on sait pas. Comme ils aiment bien faire oui, versions en plus. À voir ce qu'il y aura en plus, quoi. À voir ce qu'il y aura en plus, et surtout à voir si ça sortira sur Switch, mais t'as vu que ça devrait être le cas. Grégoire, on passe à toi avec un autre jeu, on reste chez Sega qui annonce quand même que Judgment sort chez nous. Oui, c'est une nouvelle qui fait suite à une autre dont on avait parlé la semaine dernière avec Pierre Taki qui avait été arrêté pour possession prise de stupéfiants, quoi.
J'ai pas résisté. Ouais, en vrai, on aurait dû la sentir venir quand même, je veux dire, bon bref. Et donc Sega avait retiré de la vente et des rayons Judge Eyes, donc connu comme, sous le nom de Judgment, et avait remis en question la sortie de ce jeu en Occident. Finalement, la sortie a été confirmée et le calendrier d'origine est conservé puisque le jeu sortira bien le 25 juin 2019. Apparemment, Sega a le temps de refaire la modélisation de l'acteur et de le faire disparaître en fait de sa licence concrètement. Alors, on rappelle que Pierre Taki c'était l'un des leaders du groupe de techno Denki Groove, extrêmement important. Disons, c'est un influenceur assez important au Japon et que la politique au Japon, c'est effectivement si tu te fais gauler pour possession ou consommation de drogue, tu es rayé de la carte, tu n'existes plus. Voilà, on rappelle également qu'au passage, il sera recasté également dans Kingdom Hearts 3 au gré d'un patch. On vous en parlait la semaine dernière. Un petit avis si tu attends, tu n'attends pas du tout Judgment, non, Johan? Je vais déjà essayer de choper Sekiro, c'est déjà le cas. Très bien. Il y a des petits spin-offs de Yakuza au passage, à l'ère Edo, si je dis pas de bêtises, Ishin et Kenzan. On reviendra peut-être en détail là-dessus, du coup, vu que le jeu est maintenu au mois de juin. Voilà, wink wink. On reste avec toi, Grégoire. Quantic Dream qui divorce de Sony et qui part avec les valises à la garde des enfants. C'est un peu, tu prends tes clics et tes claques et tu dégages. Très bien. Donc Quantic Dream, le studio à qui on doit Heavy Rain, a annoncé que toutes ses licences et ses prochains jeux seraient disponibles pendant 1 an en fait. C'est un contrat c'est un partenariat qui va durer 1 an et ça nous informe en fait que il y aura un portage sur PC finalement des licences de Quantic Dream. C'est une des conséquences du divorce en fait, comme tu l'as dit, entre Quantic Dream et Sony. Les jeux du studio qui étaient avant exclusivement réservés aux consoles du constructeur japonais sont désormais diffusés sur l'Epic Game Store. L'Epic Game Store qui quand même n'en finit plus de séduire finalement des studios les uns après les autres. Et, Ubisoft aussi par exemple. Et on rappelle quand même que les jeux concernés, donc c'est Heavy Rain, Beyond Two Souls et Detroit Become Human, qui sont quand même 3 jeux que Sony a financés en partie, et notamment Detroit que Sony mettait très 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 en avant pour vendre sa PlayStation 4 à Noël dernier. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que ce studio divorce et conserve quand même ses licences, quand bien même Sony les aurait financées et qu'elle se retrouve aussi vite chez la concurrence. Donc voilà, on a une date pour l'arrivée des jeux, pardon Non, aucune information pour le moment. Ok, bon, à suivre donc. Oui. Charlie, on passe au monde délicieux du cinéma, qui t'est un peu plus familier, je crois. Exactement. Car on a des nouvelles encore de l'univers DC au cinéma. Oui, alors selon Hollywood Reporter, donc on a de nouveaux rebondissements dans l'adaptation de Flash au cinéma par la Warner. Donc après des retards à répétition, des changements de réalisateurs pendant la préparation du film et la nomination de Daley et Goldstein comme un duo de réalisateurs en janvier 2018, on a donc de nouveaux problèmes qui seraient dus au ton choisi par le duo, donc qui serait un ton plutôt humoristique dans la lignée de Shazam et puis de Aquaman précédemment. Plus léger, ouais. Voilà, et donc ça poserait problème à Ezra Miller, donc le personnage, enfin l'acteur principal qui incarne Flash, justement Flash Gordon au cinéma. The Flash, qui est pas le même effectivement. donc qui en fait a entrepris de réécrire le scénario avec Grant Morrison, le scénariste de comics, et donc qui devrait présenter apparemment le scénario alternatif la semaine prochaine au studio. Et donc on sait aussi par Hollywood Reporter que son contrat se termine en mai de cette année. Donc ça veut dire que si son option n'était pas retenue, il y a des chances pour qu'il quitte le projet et qu'on ait un nouvel acteur pour voilà. Ça serait peut-être pas plus mal. Bon Flashpoint à peu près tous les niveaux là, c'est bien. Voilà, il se flashpoint tout seul, c'est-à-dire qu'il se reboot, il se recommence sans même avoir démarré le truc, c'est génial. C'est incroyable. Une petite réaction de l'autre côté, Johan, je te vois regarder un point fixe en te disant mais qu'est-ce qui se passe en fait t'as l'impression qu'ils savent plus où ils en sont quoi. Je veux dire, aussi bien du côté de Marvel que chez Warner. En fait déjà la semaine dernière il y avait eu l'histoire de James Gunn qui était viré puis qui revient. Enfin t'as l'impression qu'ils savent plus où ils en sont et je me demande si ça sera pas peut-être
être le début un peu pas de la chute, mais on va dire un petit peu de là où ça va commencer à dire la popularité va baisser peut-être, enfin je sais pas. Une petite érosion. A priori, là où ça coince du coup, c'est qu'il y a un vrai choix stratégique dans le ton utilisé par la Warner pour adapter ces comics, donc plutôt du côté de l'humour, et c'est ça qui plaît pas à Ezra Miller, mais effectivement il y a un côté vraiment très théâtral et assez ridicule dans l'acteur principal qui se met à réécrire le scénario. Ça rappelle Ben Affleck en fait. Oui, sur Batman, sur tout à fait. Batman, quoi. Et on sait comment ça s'est terminé. C'est ça. Mais même Sauf sur que Marvel, Ben Affleck il a un Oscar du meilleur scénario quoi que Ezra Miller, je sais pas. Mais c'est déjà le cas chez Marvel parce que c'était Justin Theroux qui avait écrit le script d'Iron Man 2 et c'est Paul Rudd avec Adam McKay qui avait réécrit Ant-Man, etc. Donc effectivement pas mal de mercato à suivre, et on reste avec toi parce que cette fois-ci le mercato des acteurs au mercato des acteurs succède le mercato des invités de Japan Expo avec un nouveau nom qui rejoint la mêlée pour cette édition. Voilà, donc pour ces 20 ans la Japan Expo voit les choses en grand après avoir annoncé Go Nagai, donc à qui on doit entre autres Goldorak ou Mazinger et David Mann. Et puis Yoshiyuki Tomino, l'auteur de Gundam, c'est le papa de Albator, Leiji Matsumoto, qui a été annoncé, et donc voilà, ça promet une 20e édition assez importante et grandiose. Les trois papas du mecha, les trois papas de la SF, les trois papes, on peut carrément dire, effectivement. C'est vrai que c'est un bel invité qui s'ajoute quand même cette année, ça promet une belle édition, peut-être des annonces. Est-ce que il y en a encore d'autres qui vont arriver ou c'est pas impossible, on sait pas. Je pense qu'on peut s'attendre à des petites annonces autour de Gundam notamment. Voilà, étant donné qu'il y a un film, je rappelle, en développement chez Legendary, si je dis pas de bêtises. C'est avec Andy Muschietti, je crois, qui devait le faire. Non, je confonds avec Macross, pas Macross, Robotech en fait. Oui, non, Macross et Robotech c'est la même chose, mais c'est James Wan qui est un peu dessus effectivement. Mais voilà, en gros, on aura peut-être des annonces autour du film Gundam à l'occasion, et sans doute une autre brochette d'invités qui va s'ajouter à l'événement. Beaucoup d'annonces lors de l'Anime Japan. À mon avis, c'est un petit peu trop tard vis-à-vis du conducteur pour les aborder cette semaine, donc je vous ferai un grand bilan la semaine prochaine avec toutes les bandes annonces qu'on va avoir. Un petit peu d'amour quand même pour le film des 20 ans de Magical Doremi. Parce qu'il le fallait bien. 2020 s'annonce sous les meilleurs auspices. On s'écoute du coup Summer of Love de Tara avant de parler de Love, Death and Robots avec toi Greg juste après la pause. A tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de BD Pixel, toujours avec Johan Orzulik de la chaîne Monsieur Bobine. Tout va bien ? Tout va bien. Tout va bien, tu as apprécié la pause ? Ah ouais, nickel. Nickel, fantastique. Grégoire qui Ah, tu changes, t'es passé à En Night at the Roseberry. C'est vital en fait, j'ai besoin de reprendre la maîtrise de mon corps. Il faut que le sang circule un peu, on comprend bien. Et d'un côté, Charlie et Jonathan, tout va bien ? Tout va bien. Très bien, OP pour les critiques, on est parti. On est prêt, on est prêt, n'hésitez surtout pas évidemment à réagir et à partager avec nous vos questions et vos remarques. C'est parti pour les critiques. Mais c'est de la merde! Alors on commence avec toi Grégoire, tu as vu cette semaine Love, Death and Robots sur Netflix. Oui. Gros omnibus animé sur les services de VOD. Alors globalement, voilà, fais-nous un petit tour d'horizon, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient ? Ok, premier élément, c'est sorti le 15 mars dernier et ça reprend une tendance qui a été grandement popularisée par une autre série Netflix qui est Black Mirror, puisque c'est 18 courts-métrages en fait unitaires qui présentent presque autant de styles et de tonalités et qui ont été conçus par des studios américains, coréens, hongrois et français. On va pas se mentir, ici Netflix présente en fait un catalogue qui est en plus estampillé, donc c'est David Fincher et Tim Miller, le réalisateur de Deadpool et du prochain Terminator, afin que chacune et chacun puisse finalement trouver un épisode qui lui plaît, et ça va servir de sonde en fait à Netflix avant de se lancer définitivement dans l'animation. Donc comme son nom l'indique, Love, Death and Robots parle de love, comprendre ici de sexe, death, comprendre ici de gore,
d'horreur, et robots, il faut comprendre ici de machines et du rapport qu'on entretient au sens large avec la technologie qui est omniprésente dans nos vies aujourd'hui. C'est une série qui s'adresse à un public adulte au trip quand même honnêtement bien solide, puisqu'elle elle navigue entre anticipation, horreur, science-fiction et puis humour noir aussi. En somme, c'est une production riche mais parfois difficile à digérer. Alors effectivement difficile à digérer, mais c'est aussi parce que c'est un projet très ambitieux. Ah, c'est sûr, le premier constat c'est que visuellement c'est fort, voire très très fort, c'est bluffant, chaque épisode est bluffant en termes de dessin, de graphisme et de production artistique. En fait il y a une multitude de formats et de thèmes qui nous est présenté et ça en fait une série très flexible. L'objectif derrière c'est de s'adapter à l'emploi du temps de chacun, dans le sens où chaque épisode dure entre 5 et 20 minutes, donc c'est très très court et ça peut se consommer n'importe où, n'importe quand, et ça s'adapte en fait à l'homo metropolitanus finalement. Donc je te laisse la parenthèse de cette expression. En fait offre une foule de procédés d'animation très différents, cinématiques, 3D brut, manga, dessin enfantin un peu comme Fortnite. On retrouve par exemple le réalisateur du Spider-Verse dans le 3e épisode, une course poursuite, et ça se voit énormément sur l'univers et c'est pas du tout désagréable. On devine donc en filigrane le projet qui est derrière, parce que ça sert finalement de sonde avant de se lancer dans la Japanime. Après, passer le moment d'ébahissement, c'est place à l'inconfort et parfois l'incompréhension tout de même. C'est un joyeux bordel. Disons-le clairement, les 2-3 premiers épisodes, moi j'étais totalement perdu, donc il y a une recherche urgente de points de repère, et les points de repère, quels sont-ils ? La violence, qui est soit explicite, soit implicite, distillée avec une dose de cynisme et d'humour. Je pense à un épisode sur des robots qui est très 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 drôle. Les 3 petits robots. Les 3 petits robots, c'est le 2e épisode, mais la fin est quand même mal à l'aise en fait. Et l'autre point de repère, ça sera ce cynisme. Les thèmes évoqués nous sont narrés en fait. Comment dire, ils sont soutenus par une réalisation, donc des plot twists, des chutes à rebondissements, un peu à la Inception, qui invite à la réflexion parfois. Mais ça va parfois jusqu'au malaise complet. Je pense à un épisode qui s'inspire beaucoup de Gravity et qui pose des dilemmes du style Saw en fait, au personnage principal. C'est Saw Cross Gravity. C'est ça. Et donc là, on finit l'épisode, on n'est pas bien quoi. Et le problème, c'est que quand on se souvient que ce sont nos points de repère pour naviguer dans ce catalogue, vite le sentiment d'inconfort et de malaise nous gagne et nous empêche en fait de proposer pleinement de ce qui nous est présenté, une production artistique quand même assez époustouflante. Donc tu dis même si l'omnibus contient quelques perles, faut faire le tri quoi. Ouais, c'est clair, parce qu'il y a quand même des lourdeurs bien pénibles et des maladresses assez redondantes qui passent pour un manque d'inspiration en fait à force. Par exemple, les chutes d'épisodes sont prévisibles. Au bout de 3-4 épisodes, on comprend très bien qu'en fait la situation initiale va systématiquement se barrer en sucette et que ça va finir dans le sang. Et voilà, je veux dire. Happy Tree Friends quoi en fait. C'est ça. Et le problème, c'est que on sait que ça me le vend. à partir du moment où on sait qu'il y a un truc qui cloche ou qui finira par clocher et que ça va se régler avec du sexe et du gore, c'est dérangeant parce que ici ça ne sert absolument pas le propos en fait. Ce qui était très intéressant, c'est certains épisodes, je pense à Bonne Chasse qui se déroule qui nous conte un mythe dans un Hong Kong du 19e siècle et qui est assez époustouflant, et là l'utilisation du sexe et de la mort sert le propos, le met bien en avant. Et Achilles Drift, c'est pareil, je vous laisserai découvrir l'épisode, mais le reste des épisodes, c'est-à-dire les 16 autres, le gore est juste là pour faire du remplissage et c'est n'enterre pas Zima Blue quand même. Ok, non, exception Zima Blue. Attention. Du coup, c'est violence gratuite, gore à gogo, parce que rien d'autre à mettre, et sexe inutilement intégré dans l'optique de dire regardez, il y a du cul dans cette série, égale c'est une série pour adultes. Or, le problème, c'est la définition de qu'est-ce qu'une programmation pour adultes qui est derrière. Je veux dire, c'est pas parce qu'on aborde on présente des contenus plus 18 que c'est une série pour adultes. Ce qui est important dans une production pour adultes, c'est le fait de traiter des sujets avec maturité. Et là, ici, c'est pas le cas. Souvent, on a l'impression d'une production un peu adolescente, névrosée et violente inutilement. Donc en gros ce que tu veux dire c'est que il pense davantage le contenant que le contenu, c'est-à-dire on veut faire un truc plutôt outrancier, plutôt en dehors des clous à l'américaine, au sens où le bot Facebook il voit des tétés et de l'hémoglobine, donc c'est pour adultes, mais que le traitement lui-même n'est pas forcément ultra subtil ou Ouais, c'est ça. L'épisode le plus abouti à mon sens, c'est un épisode qui s'appelle La Revanche du yaourt qui dure 5 minutes, et au début on n'est
sceptique. On nous explique comment le yaourt va prendre le contrôle de la Terre, puis va se barrer prendre le contrôle de la galaxie. Donc il faut voir une allégorie quand même de Tesla et du rapport qu'on a avec tous ces gros acteurs. Et c'est un peu ironique quand même quand c'est Netflix qui nous présente un petit conte comme ça sur la place qu'occupe Tesla dans nos vies. Le petit grain de sable dans la machine. Mais c'est le plus abouti dans le sens où moi j'ai fini l'épisode et puis je me disais, mais oui, ça tient la route quoi. C'est logique. On te fait de la SF dystopique avec du yaourt. C'est assez audacieux. Est-ce que vous l'avez vu autour du plateau? Absolument pas. Alors, Picoré, j'avais une question. Je voulais pas te. Vas-y. Oui, Jonathan, vas-y. La durée des courts métrages, ça va de combien exactement la question que je voulais poser. De 5 à 20 minutes. Ah oui, oui, parce que en fait, tu en parlais quand tu disais, on voit souvent le même pattern en fait. C'est vrai que dans un côté dystopique, tout ça, tu t'attends à ce que la situation initiale parte mal en fait. Donc c'est pour ça que c'est vrai que si tu as un seul format, ou en tout cas un format de 5 à 20 minutes, je comprends qu'ils aient voulu être sur une recette et l'appliquer pour pouvoir avoir quelque chose qui tienne la route. Maintenant, c'est vrai que 5 à 20 minutes, t'as pas de quoi forcément construire un récit sur la longueur et faire des twists tout le temps. Il y a un épisode qui s'appelle Fish Night en anglais, j'ai pas la traduction en français, où les deux protagonistes tombent en panne en fait sur une route, je pense dans un désert, je pense que c'est le désert australien vu l'histoire qu'il y a autour, et finalement ils se retrouvent importés ils découvrent une sorte d'univers multicolore vraiment incroyable, un peu comme quand tu découvres l'univers de Avatar ou de Dragon 3 quand ils découvrent le monde caché, et c'était pas la peine de... La chute est voilà, pas en queue de poisson, lol. Voilà. Pour le regardant, mais on en parlait avec Karel, c'est que ça invite à l'humilité, mais il y avait d'autres manières d'inviter à l'humilité sans en venir au sang, à la mort, et je veux dire, c'était pas forcément ce qui aurait eu le plus de portée à mon sens. Ça aurait gagné à être peut-être un peu plus varié dans les thématiques traitées. Johan, est-ce que tu as pu t'y frotter? Non, mais j'aimerais bien. Tu n'étais pas sur Netflix Si, je suis sur Netflix et tout, mais simplement j'ai pas eu le temps ces dernières semaines. Mais c'est vrai que j'aimerais bien y mettre parce que j'ai l'impression qu'entre ça et Devilman Crybaby, Netflix essaie de se repositionner un peu en tant que leader entre guillemets d'animation pour adultes, comme on avait pu le voir, je pense dans les 90 notamment, à travers un éditeur comme Manga Vidéo, parce que c'est vrai que ça paraît bizarre, mais c'est vrai que ça me rappelle un peu, t'as l'impression qu'il y a un revival de cette époque où justement t'avais beaucoup d'animés un peu trash, etc., de films d'animation, voilà. Et j'étais d'autant plus intrigué parce que y avait, ça me rappelle un projet abandonné qu'avait eu David Fincher avec James Cameron à un moment, et Kevin Eastman, le créateur des Tortues Ninja. C'était un film à sketch Metal Hurlant en fait, qui avait été annoncé dans la foulée d'Avatar et qui aurait dû être un film à sketch co-réalisé notamment avec Fincher, Cameron et Kevin Eastman notamment. D'accord, donc on a des restes de ce projet là-dedans. Donc voilà, et c'est vrai qu'effectivement, d'après ce que tu dis et d'après d'autres retours que j'ai eu, il y en a pas mal qui disent que ça fait un peu penser à l'esprit un peu Metal Hurlant, comme il y avait justement dans la revue aussi bien française que son homologue, le dérivé américain qui a eu lieu dans les 70, qui a donné lieu à un très célèbre film d'animation. Voilà. Le souci, c'est que si c'est pas marketé comme tel, les gens se pensaient peut-être pas qu'il y aurait que cette manière-là de traiter la chose. Peut-être effectivement, en tout cas, on peut quand même remercier Netflix de s'engager sur ce terrain pour l'instant pas très exploité, hein, on peut le dire très clairement dans l'animation actuelle. Peut-être qu'on aura des belles surprises. Je rappelle, Netflix a dépensé 800 millions de dollars, je crois, pour sa branche animation, avec un truc énorme, donc avec tous les projets qu'on a annoncés la semaine dernière, plus les views cette semaine en CGI, pas mal de choses à mon avis à voir du côté de Netflix pour les années qui viennent. Merci Grégoire pour ta critique. On va passer à toi Charlie, dans une ambiance tout aussi réjouissante. Spoiler non, on va parler de Us. Alors oui, après la révélation de Get Out, Jordan Peele revient dans les salles obscures avec son deuxième film, forcément très attendu après la réussite critique et commerciale du précédent. Alors situons rapidement l'intrigue. Une petite fille afro-américaine se perd dans une fête foraine et se retrouve à l'intérieur d'un étrange palais des glaces et se confronte à son double. On retrouve cet enfant traumatisé 30 ans plus tard, alors qu'elle revient à Santa Cruz avec son mari et ses 2 enfants pour passer les vacances. Et ce sera l'occasion pour elle de se confronter justement à ce traumatisme et à l'angoisse du retour de ce double, et pour finalement voir toute la famille confrontée à leur doppelganger dans une séquence de home invasion particulièrement angoissante. Alors du coup, on voit bien que ça reprend un peu tout le canevas du film d'épouvante. Est-ce que comme dans Get Out, on utilise les
les clés, les codes du genre pour les dépasser? Alors, pas vraiment. On est vraiment là dans un film d'épouvante pur et simple. C'est voilà, dans Get Out justement, il y avait eu cette maturité dans la mise en scène et dans l'assimilation des codes. Cette distance aussi peut-être. Voilà, et du coup il y avait un vrai jeu avec le spectateur sur ses attentes et une réutilisation de ces codes-là pour faire autre chose. Dans ce film-là, on retrouve la même maîtrise des codes du genre, mais pour réinvestir le film d'épouvante de manière beaucoup plus assumée. On a d'ailleurs des références très bien digérées tout au service de cette mise en scène de l'horreur, que ce soit Hitchcock, Shyamalan ou encore Kubrick. Tous les maîtres du genre sont ici cités à bon escient. On a également des références à Lewis Carroll avec Les Lapins. Et puis on a une direction artistique qui est très maîtrisée, une photographie excellente qui vont dans le sens d'une ambiance anxiogène. Je pense notamment à une scène, à une des premières scènes, je crois que la première scène d'ailleurs, où on a cette petite fille donc dans la fête foraine avec un t-shirt de Thriller de Michael Jackson et une pomme d'amour qu'elle tient un peu comme un ballon d'hélium. Et donc on a comme ça un jeu de correspondance avec le rouge de la couleur. Ça nous fait penser à ça inconsciemment. Voilà, avec cette manière de tenir le ballon, le visage très inexpressif qui font penser aux poupées dans les films d'horreur, tout cet univers enfantin. C'est très, très riche et très compact. Voilà, et donc ça fait naître des angoisses chez le spectateur sans que rien ne se soit encore passé, juste par cette intégration des codes. Donc le propos politique, parce que Jordan Peele est un réalisateur quand même assez politique, le propos était extrêmement présent dans le premier film. Est-ce qu'il s'efface au profit de la forme, ou est-ce qu'au contraire il est encore présent? Alors à mon sens, on n'est pas du tout dans le même propos que pour Get Out, et on n'est pas dans la manière dont le film a pu être commenté parfois par les critiques. Alors bon, il ne faut pas s'y tromper, hein. Us, c'est aussi United States, donc évidemment faut pas, voilà, il y a cette idée quand même d'avoir un propos qui dépasse le cadre du film, mais on n'est pas dans une problématique raciste ou raciale comme ça avait pu être le cas précédemment, même si voilà, il y a cette idée des invisibles qui vont arriver dans la lumière, des opprimés et tout ça, donc une petite dédicace aux gilets jaunes, mais on est davantage dans quelque chose de social et d'économique que dans des problématiques raciales. Les personnages principaux, par exemple, ne sont pas du tout traités comme des Afro-Américains au niveau scénaristique et dans la mise en scène. C'est le fait, ça installe du coup le fait d'avoir des personnages principaux noirs comme une normalité. Et à aucun moment ils sont communautarisés ou alors ils sont confrontés dans l'histoire à des problèmes raciaux. Donc voilà, on a vraiment un changement dans le propos. On passe à un autre niveau de critique sociétale. Donc comment est-ce qu'on évaluerait la réussite du film? Alors c'est clairement un film très réussi, mais je déplore quand même quelques faiblesses scénaristiques, notamment au niveau du twist final qui était déjà bizarrement traité dans Get Out, mais qui là me paraît poser des problèmes de cohérence par rapport au reste du récit ou au personnage. J'ai eu beau y réfléchir, vraiment je ne vois pas comment on peut avoir un film qui tient derrière ça, même si c'est très intéressant dans ce que ça peut remettre en cause, notamment au niveau politique et un message plus global. Ça pose quand même problème. Et puis la problématique du double aussi, qui est comme très bien traitée, je pense qu'elle aurait pu être approfondie et parfois traitée de manière un peu moins facile, artificielle. Une des dernières scènes du film, qui est censée être une sorte de plongée dans le terrier du lapin, me paraît un peu évidente. Malgré tout, si on peut retirer un enseignement, c'est que on a bien affaire là à un vrai réalisateur, à un grand réalisateur, je pense. Et voilà, donc là, une mise en scène qui est maîtrisée, qui est intelligente, qui est subtile. On a un vrai virtuose de l'horreur. Et je pense donc qu'on va attendre avec impatience la suite de sa filmographie, peut-être justement avec une confrontation à un autre genre que le film d'horreur.
Merci du coup pour ta critique. Autour du plateau, est-ce que vous avez vu Us, Grégoire, Johan? T'avais vu Get Out? Moi j'avais bien aimé Get Out parce que je l'avais aimé de la même manière que j'avais aimé comment il s'appelait, Green Room en fait, c'est ce genre de petit film parce que c'était à la fois ça avait pas d'autres prétentions que d'être de la bonne on va dire série B à l'ancienne, c'est-à-dire c'est pas cette mode qu'on avait de l'elevated horror en fait, c'est-à-dire qui est plus on va dire l'horreur intello qui vient beaucoup, qui vient énormément de chez Sundance, etc. Enfin voilà. Et j'avais bien aimé Get Out parce que j'avais trouvé que c'était un film sans prétention mais qui était bien mené de A à Z. Et ce que j'avais aimé, c'est-à-dire que c'était l'aspect comme une des influences qu'avait revendiqué Jordan Peele, c'était la 4e dimension en fait. Et c'est vrai qu'effectivement il y avait cet aspect Rod Serling et j'avais trouvé que c'était bien amené, même le fameux twist qui avait été un peu voilà, ça me fait rire parce que j'avais trouvé que dans le côté la révélation finale, bon pour ceux qui n'ont pas vu Get Out on va pas dire, mais c'est vrai que dans ce côté un peu socialo, un peu trashouille et tout, même si c'est beaucoup très suggéré, moi perso j'ai bien aimé que ça me rappelait un duo qui est un peu oublié aujourd'hui dans le cinéma fantasy des années 80 qui était Stuart Gordon et Brian Usna. Alors pour ceux qui connaissent pas, ceux qui avaient fait Reanimator, Society, etc. C'est-à-dire des fois c'est réussi, des fois c'était pas réussi, mais il y avait toujours une volonté de faire à travers des trucs très trash un côté un peu film, un commentaire un peu social, politique et tout, mais de manière très drôle. Et je trouvais qu'il y avait un peu de ça chez Jordan Peele, sans le gore, sans voilà, de manière beaucoup plus suggestive. Mais je trouvais que ça permettait ça rendait le long métrage attachant. Voilà. On a effectivement, tu fais bien de me mentionner la 4e dimension parce qu'il va s'y atteler justement, comme nous le rappelle Phenom sur le chat, qui nous a dit également pendant tout le film, je me disais que les Simpsons l'avaient déjà fait et j'ai capté direct le twist à cause de ça. Donc voilà, on embrasse Matt Groening où qu'il se trouve. Chouécha64, donc notre ami Pierre, qui nous dit qu'il n'a pas trop kiffé Get Out, notamment parce qu'il avait l'impression qu'il lui hurlait à la figure. Le racisme c'est pas bien, donc peut-être un truc peut-être trop didactique. Est-ce que là on est plutôt dans quelque chose qui travaille le ressenti, qui prend moins le spectateur par la main peut-être? Je suis pas trop d'accord le côté didactique parce que Get Out, je trouve que c'était vraiment un film de mise en scène quoi, où on t'installe une ambiance où vraiment on joue avec le spectateur et j'avais pas l'impression, alors clairement il y a un message politique et tout ça, mais ça prenait pas le pas quoi sur le reste, je trouvais. Et là on est vraiment encore moins là-dedans quoi. Là, vraiment il y a pas de problématique raciale abordée dans le film. C'est pas un film performatif quoi, c'est un film qui... alors c'est au niveau de l'interprétation du sens du twist ou de plein de choses, on peut aller le tirer vers ce genre de problématique là, mais même je trouve que ce serait tiré par les cheveux et c'est vraiment plus un côté c'est une réflexion sur la société américaine peut-être d'un point de vue plus global et ça peut concerner tout autant les blancs, les pauvres blancs que les noirs quoi. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour ces clés de lecture sur Us. On rappelle c'est encore au cinéma, encore ça vient de sortir. Donc Us c'est au cinéma, Love, Death and Robots c'est sur Netflix. On espère que vous prendrez du plaisir à regarder tout ça. On va s'écouter tout de suite un Shuriken avec un petit titre sympathique ma foi, Samouraï. Est-ce que ça n'annoncerait pas le débat qui va suivre? Peut-être. A tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles de pixels, toujours avec Johan Orzulik de la chaîne Monsieur Bobine. Salut. Grégoire, qui n'en finit plus de décuver, maintenant on peut le dire. Jonathan et Charlie. Ça va. Très bien, très très bien. Bon les amis, vous êtes prêts pour le grand débat de la semaine? Non. Très bien, je vous demande pas votre avis. Absolument pas préparé. C'était une question purement rhétorique, évidemment. Bon les amis, c'est l'heure du débat, c'est l'heure, on va parler des samouraïs, des films de sabre. Sortez les katanas, c'est parti. $50 que j'ai raison. Je tiens le pari. On s'en visait. Je monte à $100. Alors, avant d'aborder le cinéma de samouraï, l'imaginaire partagé par la Japanimation, par le jeu vidéo, on rappelle que cette émission se fait dans le contexte de la sortie de Sekiro. Petit rappel sur les réalités historiques, peut-être, des samouraïs. Qui sont ces gens? Alors, les samouraïs, c'est une caste de guerriers. Qui va prendre en fait le pouvoir progressivement au cours de l'histoire du Japon. On a une longue période de guerre civile au Japon dans ce qu'on pourrait appeler la période moyenâgeuse et cette période de guerre civile va s'arrêter avec la prise de pouvoir des Tokugawa. Donc ils vont mettre en place un shogunat et pendant ça fait 2 siècles et demi, 3 siècles, on va avoir une période de paix
pendant laquelle les samouraïs vont dominer, vont être à la tête de la société japonaise, mais paradoxalement ne vont plus être des combattants parce qu'il n'y a plus de guerre. Et donc à la fin de cette période, il va y avoir la mise en place de l'ère Meiji avec toute une industrialisation du pays, et petit à petit, donc on remet en place un empereur et on va petit à petit détruire la classe des samouraïs, et on va reprendre la figure du samouraï au fur et à mesure avec la propagande nationaliste du japonaise, et voilà, pour des raisons impérialistes évidentes. Je pense qu'on a un petit... Jonathan, tu voulais rebondir là-dessus, je crois. C'est vrai qu'en plus, c'est ce que tu as dit, finalement, le samouraï, les samouraïs, c'est pendant une époque en gros moyenâgeuse qui s'étend quand même au Japon, mais du coup, c'est une période de plusieurs siècles, contrairement 700 ans, ouais. Voilà, contrairement par exemple au western, qui est une période beaucoup plus cadrée, et en plus, les premiers films sur le western ont eu lieu pendant la fin de cette période. Là, c'est une très très grande époque qui va donc couvrir plusieurs siècles, et du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas un moment particulier qui n'a pas été exploité, quoi. C'est vraiment, tout a été exploité effectivement de la période de guerre civile qui est très importante dans la construction justement des samouraïs, jusqu'à la période effectivement Edo que tu disais, donc la période avec les Tokugawa, où là il y a effectivement une paix et des samouraïs qui se remettent un peu en question. Donc effectivement, là on voit bien qu'on parle d'une période historique très large, avec différentes je dirais réalités sociales et politiques. Donc quand on désigne film de samouraï, avec en tête l'espèce de carte postale un peu unifiée, etc., au final, est-ce qu'on désigne un genre codifié avec des règles très établies, ou est-ce qu'au contraire, c'est juste un canevas ou une toile de fond historique sur laquelle on vienne se greffer différents genres et différentes réinterprétations? Johan, je te vois hocher de la tête. Ah ouais, parce que là, c'est la question difficile. Autant le western, c'est facile. Voilà. Que je veux dire, le western, c'est facile, c'est délimité. Film de samouraï, parce que déjà, il faut savoir que c'est quand il y a un terme dans le cinéma japonais pour désigner, même au théâtre, pour désigner toutes les productions qui se déroulaient, les œuvres qui se passent dans cette période-là, qui est le Jidaigeki. Voilà. Bon, après malheureusement, c'est que on l'a associé trop souvent ce terme pour désigner film de samouraï, ce qui n'est pas tout à fait le cas puisque ça désigne les productions historiques. Donc c'est littéralement film d'époque. Film d'époque, voilà. Donc à partir de là, il y a un autre terme qui est peut-être plus approprié quelque part, mais qui vient après, on va dire, la période classique des films après la période classique des films de samouraï. C'est un terme populaire. Voilà. Ça a été le terme Shambara, qui est en lien avec l'idée d'une lame tranchante, et dans lequel justement là tu peux effectivement plus ranger entre guillemets le terme film de samouraï, mais encore d'une époque particulière. Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs moments. Au départ, le film de samouraï, il est très très codifié jusque dans les années 30, justement avec l'influence, parce qu'au départ, avant les films, le samouraï c'était déjà une figure qui était très utilisée dans le théâtre, et donc on avait quelque chose de très codifié qui est passé au cinéma. Et c'est seulement à partir du moment où avec Kurosawa on va reprendre après la guerre, et une fois que les Américains vont lâcher un peu de l'Est, qu'on va reprendre le film de samouraï, que là on va vraiment avoir un peu une explosion du genre, avec une diversification des approches, des manières de filmer et tout ça, même si voilà, on retrouve quand même, notamment au niveau de la forme par exemple, tous les films quasi après les années 50 sont tournés en scope par exemple. C'est vraiment une forme qui est propre au traitement japonais du film de samouraï. Avec un travail très important sur la profondeur de champ notamment, et sur le montage qui est quand même très expérimental. Je pense notamment à des cinéastes comme Okamoto, notamment celui qui a fait Le Sabre du Mal, plus connu aux États-Unis sous le nom Sword of Doom, et qui en fait est un film très impressionnant encore aujourd'hui, notamment sur la profondeur de champ en fait. Voilà. C'est aussi ce qui ressort, c'est que il y a c'est pas proprement parler un code, mais c'est plus par exemple en termes de mode, d'habillage tout simplement, vestimentaire. Il y a une identité du samouraï qui est pas du tout le samouraï en armure. C'est par exemple le pantalon de samouraï est un élément qui a été intégré dans l'imaginaire collectif immédiatement. Enfin, je veux dire, je connais pas le nom japonais, je l'ai lu. Sinon on a même l'image d'Épinal du Ronin avec son petit kimono qui se balade. C'est comme le western, c'est un genre qui est très iconographique. Le western, donc il y a le chapeau, il y a
le pistolet et ça y est, on a un cow-boy, on est dans le western. De la même manière, le kimono et le port du sabre et puis katana, voilà. quoi. Le sarouel japonais, nous dit Galaxis sur le chat, j'aime bien. Exactement. Non, mais Tu disais, Jonathan, pardon. c'est vrai que le sabre aussi, pour refaire le lien encore, c'est l'équivalent avec le pistolet du western. C'est une arme qui te donne tout de suite le contexte, en tout cas un contexte possible de là où tu te trouves, et du coup tu sais dans quel type d'endroit, dans quel type de film tu peux être. Après, la question c'est effectivement, est-ce que l'arme elle est importante et donc c'est un film d'action, un film de combat, ou alors est-ce que c'est juste, comme on le disait, pour le contexte. Sachant qu'il n'y a pas que le sabre, il y a aussi à l'origine, il me semble que le samouraï c'est à l'arc, puis il vient la lance, puis il vient le sabre. C'est des archers à la base. C'est des archers à la base. Hein. Mais c'est dans l'imaginaire collectif, dans la manière dont il a été, c'est le sabre qui incarne le samouraï, quoi. Il y a aussi des... désolé. Vas-y. Il y a aussi des films en fait qui ont participé à rendre un peu cette figure du samouraï un peu cliché, dans le sens où si on prend je pense au dernier samouraï là, qui est sincèrement l'éléphant dans la pièce. Vas-y. Ça a participé à rendre ce genre cliché. Par exemple, dans ce film, tu pars du principe que les samouraïs refusent d'utiliser des fusils et de suivre les évolutions des armes, etc. Alors que dans les faits, c'était pas le cas. Je veux dire, ils sont pas. Même disons que dans les films de Kurosawa, tu vois des personnages utiliser des armes à feu, mais ils sont pas forcément valorisés. Justement, dans la mesure où, dans l'histoire, ils le faisaient de toute manière. Il y avait des gens qui utilisaient les armes parce que la différence technologique entre le sabre et une arme à feu est quand même très visible. Maintenant, il y a le fait non seulement que c'est une arme à feu, mais en plus que ça vient de l'étranger, ce qui fait qu'il y a tout ça qui s'ajoute. Mais c'est vrai que Kevin et Herbie en parlent sur le chat. Quelque chose comme Highlander par exemple, c'est vrai que là aussi la place du sabre est très, très importante. Ouais, c'est vrai qu'effectivement on n'a pas parlé d'Highlander, mais on en parlera dans la deuxième moitié, pas tout de suite. C'est intéressant ce que tu dis, tu vois, sur les armes à feu, parce que alors je sais pas du coup au niveau historique comment est-ce que ils se sont comportés les samouraïs vis-à-vis de ces nouvelles technologies d'armement, mais ça montre que tout de suite, à partir du moment où on a un samouraï, on s'attend à une opposition entre la tradition avec les armes ancestrales, le sabre qu'on apprend pendant des années à manier, et puis l'arme à feu qui est beaucoup plus facile d'approche, qui est vue comme une sorte de facilité, d'orgueil, voilà, c'est mortel. Mais c'est un truc très intéressant, parce que c'est vrai que quand tu vois un film de l'époque, je veux dire des années 50-60, c'est vrai qu'à chaque fois que tu vois un flingue qui tire une arme à feu, ça détonne tout de suite, même dans le cadre de l'histoire, même visuellement, ça détonne par rapport à tout ce que tu vois avant ou après, en fait. C'était dans Yojimbo ou Sanjuro, je sais plus lequel des deux. Tu as justement Toshiro Mifune avec un méchant qui a un pistolet justement, et c'est son attribut. Je crois que c'est Yojimbo. C'est bien ça. Et qui a toujours un petit sourire en coin, en mode ah, j'ai mon petit pistolet, moi je suis plus fort, tu vois. C'est assez rigolo. On en parlera peut-être plus tard du film Seppuku Harakiri, mais on peut l'évoquer maintenant. Dedans, Kobayashi. Oui, exactement. Kobayashi, ouais. Le personnage principal, bon, je vais pas spoiler, mais en gros, on lui un des drames entre guillemets du personnage à la fin, parce qu'il y en a beaucoup, c'est qu'on lui refuse la mort par le sabre, on lui tire dessus au pistolet après qu'il ait posé beaucoup de problèmes, on n'arrive pas à se débarrasser de lui, et donc on va lui tirer dessus au pistolet, et donc c'est symboliquement, ça montre vraiment cette opposition entre le sabre et la mort par le sabre qui serait noble, et puis c'est cette arme indigne. Jonathan. Surtout qu'en plus tu fais le lien avec ce qu'on associe aussi beaucoup au samouraï, à savoir le système de valeurs, parce qu'on parle de code d'honneur du samouraï, du bushido, donc de la voie du guerrier, et c'est vrai que c'est aussi très lié à ça. C'est pas juste l'iconographie visuelle, c'est aussi c'est une sorte de rigueur morale qui est associée, qu'on peut mettre en lien avec la chevalerie aussi. Qui n'est pas totalement lié à la chevalerie, parce que c'est déjà, quand tu prends la définition même du bushido, c'est quand même un melting pot, on pourrait dire un syncrétisme du bouddhisme, du confucianisme et du shintoïsme en fait. Mais c'est comme ça que c'est vu. Je dis pas comme ça que c'était, c'est comme ça que c'est vu. Oui, on est bien. Mais tu as raison, tout à fait. Grégoire. Surtout le bushido a été popularisé entre guillemets, parce que non, c'est samouraï, c'est réservé à une catégorie de personnes, mais c'est apparu à un moment où le shogunat était déjà installé, et en fait ça a été diffusé par le shogunat et voulu par le shogunat. C'est comme une manière de garder finalement les samouraïs dans sa poche, pas seulement un code. C'est présenté, c'est beau de le présenter comme, ça fait vendeur forcément de présenter un code basé sur la loyauté, le mérite, l'honneur, etc. À
l'origine, ça sert aussi à éviter qu'il y ait un ordre important qui fasse du remous, quoi. Bah, c'est que en fait pendant longtemps le Bushido était pas vraiment c'était plein de préceptes qui étaient assez éclatés, ouais. Voilà, qui étaient assez éclatés, et le moment où justement on en fait une sorte de condensé et de code en tant que tel, c'est à partir du moment où la paix arrive, et du coup les samouraïs ils servent plus à rien, et on doit en faire des gens qui vont gérer financièrement, disons que c'est comme si tu avais les cow-boys et que d'un seul coup tu aurais la NRA le jour où les États-Unis sont tranquilles. Non, je sais pas, je fais un rapprochement un peu erratique, mais en tout cas c'est les instituts, quoi. C'est une manière déjà de légitimer le samouraï qui n'est plus un guerrier parce qu'il ne se bat plus, donc il faut légitimer sa place, son prestige par un code d'honneur, etc. Et ça permet effectivement aussi de faire en sorte de stabiliser la situation politique à partir du moment où on sort de beaucoup d'années de guerre, et voilà, ça permet d'être sûr qu'ils vont être loyaux, ils vont être voilà. Pour qu'on vienne un petit peu quand même au cinéma, si vous voulez bien, parce que là on n'est pas en train de faire la fabrique de l'histoire, si vous voulez bien, mais c'est bon, c'est très bien, mais bon, on peut continuer pendant des heures, mais c'est juste que voilà, l'heure tourne, et donc il faut peut-être avancer. Mais pour parler un peu de cinéma quand même, parce que c'était l'anniversaire de Kurosawa hier, j'ai honte de moi de pas l'avoir 23 mars 1910. C'est 80. Non, je croyais que c'était 72, mais je me dis non, il doit être beaucoup plus vieux que ça. Non, 23 mars 1910. Ah oui, d'accord. Beaucoup plus vieux que ça. Ça remonte assez loin. Quelle vision est-ce qu'on peut donner concrète des samouraïs au cinéma dans toute leur diversité? Parce que même, on peut prendre Kurosawa, dont l'œuvre était assez présente sur le plateau aujourd'hui, il n'y a pas un seul film type de samouraï, il y en a plusieurs. Non, et puis en fait, je pense que ça dépend déjà, comme tout genre, en fait, de la vision des réalisateurs qui appliquent qu'ils ont vis-à-vis de leur sujet. Et ce qui est intéressant, c'est aussi déjà il n'y a pas au-delà de ça un truc tout bête, c'est-à-dire qu'il y a différents types de samouraïs. Donc vous avez ce qu'on appelle le Hatamoto, qui est donc le samouraï qui est plus assigné, on va dire, au shogun. Et puis surtout tu as celle qui est plus populaire, qui est le Ronin, on va appeler grossièrement le samouraï sans maître, en fait. Et je pense que c'est celle-là qui fascine davantage parce qu'elle est plus anticonformiste, et elle se rapproche, plus tragique, et elle se rapproche un peu quelque part pour nous en Occident qu'on pourrait dire du cow-boy, ou même du chasseur de primes aussi, voire même du chevalier errant, en fait. C'est plus cette figure-là. Et c'est vrai que quand tu prends par exemple un Kurosawa, qui reste quand même un cinéaste, c'est peut-être le cinéaste japonais plus connu à l'étranger, même si on est dans une optique de film de genre, tu sens que c'est quand même Kurosawa, tu vois ce que je veux dire, c'est que alors que tu prends par exemple un cinéaste comme Kinji Mizumi, qui est aussi un immense cinéaste japonais, on rappelle Baby Cart, Zatoichi, Tuer, Le Sabre, etc. Lui en fait il va plus faire du concept même de samouraï, le fil rouge de toute sa filmographie, même s'il n'a pas fait que ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va travailler en profondeur à travers on va dire des récits qui sont en apparence très classiques du fait de leur aspect tragique, mais en fait quand tu regardes sous on va dire le vernis on va dire classique du samouraï, c'est des films qui sont très subversifs et qui questionnent ça de manière on va dire très ambiguë, très complexe, à travers un découpage qui est encore aujourd'hui mais hallucinant de modernité. Notamment, on prend le personnage un petit, parce que c'est un personnage important à traiter dans ce numéro, parce que c'est un personnage très populaire au Japon, mais c'est Zatoichi. Voilà, de manière la plus explicite possible, c'est un masseur aveugle, c'est ça. Devenu Ronin, qui enquête un petit peu à la façon d'un Daredevil Cross Colombo, un peu. Oui, c'est ça. Et qui, en fait, parce qu'il est aveugle, il est marginalisé, et donc les gens sont un peu sans filtre avec lui, et du coup, il a accès à une compréhension plus lucide des choses. Sans filtre, justement. Sans filtre, avec entre des personnages qui, eux, en revanche, se dupent mutuellement, et lui, il est le seul à être lucide dans l'histoire, et il va acquérir les clés un peu. C'est un personnage assez intéressant justement, et qui montre que le film de samouraï se prête aussi à de la comédie, à du drame, à de l'étude sociale aussi, à de la satire. C'est vrai que c'est un peu l'image d'Épinal un peu faussée qu'on en a, tu sais, c'est quelque chose de très basé sur la lenteur, etc. Alors qu'en fait tu prends même un film comme Yojimbo, c'est un film qui est bourré d'humour, tu prends les films de Kurosawa, sont bourrés d'humour, c'est souvent des films en plus très humains, très émotionnels, etc. Et tu prends les films de Kinji Mizumi, justement comme Zatoichi ou même Tuer, ce qui est génial c'est qu'il a
c'est qu'il arrive à te créer des moments de tension rien qu'en montrant justement deux adversaires qui se font face. C'est-à-dire à travers des micro-détails, genre la transpiration, genre juste le regard et tout. Et en fait, c'est des films vraiment de tension pure. En fait. Autant de codes que reprendra Sergio Leone ça, en plagiant Yojimbo, n'est-ce pas? Voilà. Jonathan, je t'entendais. Et puis même pour les 7 samouraïs, finalement, il a aussi, Kurosawa, intégré plusieurs archétypes dans l'équipe de samouraïs, ce qui fait que t'as le Ronin, ou t'as même la personne qui n'est pas forcément samouraï à la base, qui aspire à ça et qui est reconnue par les autres, etc. Donc t'as beaucoup d'archétypes dedans. En tout cas, T'es en train de me dire que c'est les racines du Sentai se trouvent dans le film de samouraï? Non, je ne te dis pas ça. D'accord, attention. Il y en a qui le pensent. Hein. Il y en a qui le pensent. C'est vrai quand même que c'est une équipe qui interagit ensemble. Disons que ça se veut plus tragique qu'un Sentai quand même, quoi. Tu serais surpris par les Sentai, hein. C'est un répertoire. On fera un numéro de Tokusatsu à une autre occasion. Ranger, il y en a plein, je connais bien. Bon, on va peut-être finir cette première partie de débat, parce qu'il est quand même 6h pile, donc c'est l'heure de la pause musicale. On va s'écouter Shiki no Uta, la chanson des 4 saisons, ending de Samurai Champloo, interprétée par Minmi et produite par Nujabes. A tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles de pixels avec Jonathan qui se dandine enfin. Oui. Enfin, je l'ai attendu pendant toute l'émission. Je savais que tu savais que je savais que tu m'attendais. Tu me frustres. Mind game complet. Très bien. Bon, on est parti pour la deuxième moitié de ce débat sur les samouraïs. Je crois, Charlie, que tu avais un petit truc à ajouter. Oui, parce qu'on parlait du coup des différentes approches possibles et puis de la figure du Ronin. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'y a vraiment pas un côté monolithique, parce que donc on a d'un côté le Ronin qui il y a un côté mythique quoi dans ce personnage qu'on peut présenter de manière nostalgique, mais c'est aussi d'une certaine manière un laissé pour compte dans la société japonaise. Système. Voilà, et ça permet aussi d'un autre côté d'avoir des approches beaucoup plus critiques du féodalisme, avec des films comme Harakiri où on critique ce système moral qui écrase les individus, et puis il y a aussi le côté comme tu disais, le bandit, un peu le mercenaire, donc il va plutôt inspirer toute la série B, et donc avec des films qui vont beaucoup s'infuser dans la pop culture, notamment de certains Tarantino. Notamment tu fais bien la petite transition, c'est bien. Il est fort ce Charlie. Et effectivement, vous l'avez deviné, cette deuxième partie va essentiellement s'intéresser aux réappropriations du genre par d'autres imaginaires hors du Japon, à commencer peut-être par le cinéma occidental. On a abordé rapidement lors de la première partie la question du western. Est-ce que le film de samouraï a vraiment influencé le western? Est-ce que le western n'a pas influencé aussi un petit peu le film de samouraï? L'œuf ou la poule? Voilà la question. Les deux, parce que déjà en fait le film de c'est pas vraiment le terme, mais entre guillemets le film de samouraï entre guillemets et le western ont eu des classiques dès les débuts dès la naissance du cinéma. L'un des plus connus, c'est Orochi, je crois que ça s'appelle, qui date de 1925 pour le film Orochi. Voilà. Et en fait ce qui s'est passé, c'est-à-dire que c'est connu, donc Leone a repris la structure de Kurosawa pour Yojimbo, plus que la structure, les plans, l'histoire, etc., pour faire le remake du Garde du Corps, et après tu as eu toute la mouvance, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les années 70, c'est le langage du western spaghetti qui est une réappropriation du langage du film de samouraï, qui a été repris à leur tour par les Japonais, qui ont poussé les potards à fond, notamment sur la franchise Baby Cart, justement. C'est-à-dire que tu avais les gros plans qui sont poussés à l'extrême, le travail sur le montage qui est cadré au millimètre, la goutte de sueur, la petite mouche, etc., qui a tout été poussé à fond les bananes dessus. Puis après ça, tu as l'influence des cinéastes occidentaux, notamment américains, qui ont grandi soit avec ce type de cinéma qu'ils découvraient souvent quand ils étaient étudiants dans les cinémas Toho, parce qu'il y avait des cinémas Toho aux États-Unis, dans lesquels justement ils allaient avec la population japonaise immigrée à l'époque pour justement découvrir ces classiques. Donc c'est là où tu as eu tous les Coppola, Spielberg, Lucas, même Lumet, etc., qui ont vu ces films-là en particulier, ou alors dans des festivals de cinéma. Et c'est ciné-club universitaire. Ciné-club universitaire, je vois qu'il connaît bien. Et en fait, tu as eu toute l'influence,
pour rester à un côté un peu SF, la plus référence c'est George Lucas sur Star Wars, hein. Star Wars qui voulait qui s'inspire en grande partie de la structure narrative de la forteresse cachée, et au point que Lucas était tellement fan et des personnages. Voilà, Alors, Jonathan n'est pas forcément d'accord sur cette filiation. Non, mais... non, la filiation, bien sûr, parce qu'en plus, sur la nature de cette filiation. C'est ça, c'est vrai qu'il reprend pas mal, des choses de la forteresse cachée, les transitions envolées, des personnages, mais c'est vrai que de là à reprendre tout, parce que c'est vrai que toute la première partie, tu sais, avec ces deux personnages qui sont séparés, puis repris. Mais c'est 3PO R2D2. Très vite, on se concentre sur Luke et c'est pour, Star Wars. Après, c'est un meeting pot. Hein. Voilà, et parce que Star Wars c'est plus fantasy. Je dirais que si tu prends le personnage de Obi-Wan Kenobi, tu peux pas dire que c'est pas un samouraï en fait. Enfin, je veux dire, ça va plus loin. Il devait être joué par Toshiro Mifune à l'origine d'ailleurs. Le nom, je pense à les consonances japonaises quand même du nom. Obi-Wan Kenobi. Et puis il appartient à un ordre, il suit un code du début. C'est le personnage emblématique qui suit un code du début à la fin, et qui se réfère à ce code. Redis-le dans le micro, Charlie. Jedi Geki, c'est clairement, ça a inspiré le terme Jedi. Mind blown. J'ai pas pensé. La période. Oh, la vache. Bon, sur le chat, vite fait, parce que tu as mentionné Baby Cart, on a Chouécha qui nous dit Baby Cart, c'est le début du Chambara parodique, ça a tué le genre à l'époque. En fait, ça intervient au moment où les genres commencent à périr. En fait, c'est à l'époque où les studios baissent, etc. Après, de là à dire que c'est parodique, je sais, moi je trouve pas en fait. Je trouve que c'est. Tu peux trouver ça over the top, comme on dit, mais il y a toujours il y a de l'humour. Hein. Il y a clairement de l'humour dans la franchise, mais ça reste quand même très premier degré. Hein. Ça reste quand même assez premier degré. Mais est-ce que justement ça n'a pas conditionné une vision un peu partiale des Occidentaux au moment où ils découvrent ce catalogue de films ? Ça, c'est une bonne question en fait. Ça, c'est une très bonne question que j'ai pas réponse. Après, c'est vrai que ce qui est marrant, c'est que sur les Chambara des années 70, notamment Baby Cart, par exemple, tu vas aux États-Unis, c'est pas tellement la franchise qui est connue que le remontage de deux films, des deux premiers films de la saga qui est sorti, qui s'appelait Shogun Assassin, qui a été distribué par la New World de Roger Corman notamment, et qui en fait a été diffusé massivement dans les cinémas de quartier, etc., qui est devenu culte. Alors, j'avoue, j'ai jamais vu ce fameux montage en fait. Moi j'ai vu toute la saga, mais j'ai jamais vu encore le montage américain. Mais tu prends par exemple chez Tarantino, justement, même chez Erza, dans le milieu du rap et du hip-hop, le Wu-Tang Clan par exemple, ils étaient très fans en fait de Shogun Assassin par exemple. Justement parce que c'est du cinéma qui peut-être ne coûtait pas très cher à exploiter, et du coup les milieux un peu plus marginalisés avaient accès facilement à ce cinéma-là. Ça, en fait, ça rejoint ce qu'il y a eu du côté des films d'arts martiaux hongkongais de l'époque. C'est-à-dire l'exploitation est quasiment la même, c'est avec les films de la Shaw Brothers, de la Golden Harvest par la suite, etc. C'est exactement le même procédé de réappropriation, parce que c'est souvent des films qui passaient au départ à cinéma de quartier, puis quand est venu le temps des vidéoclubs, c'est les vidéoclubs qui en ont fait leur succès, et voilà quoi. Mais c'est vrai que c'est extrêmement lié en fait. On a PJ depuis la régie qui nous dit sur le chat, il y avait le Chambara du choix. Je l'ai relevé, hein, mais voilà, il est content. Mais effectivement, hein, tu as raison de le dire, parce que c'est quand même par ces canaux-là que ces films vont se populariser en Occident, et Tarantino ayant quand même géré un petit vidéoclub, voilà, tout à fait, ça a alimenté tout un imaginaire cinéphage qui a été réapproprié après. Est-ce que c'est l'appropriation culturelle du coup, ou est-ce que c'est la digestion d'influence ? Alors ça va peut-être vous surprendre, mais de mon côté, je pense que l'influence, moi je vais faire très simple, je trouve les hommages aux films de samouraï beaucoup plus touchants, beaucoup mieux digérés quand c'est dans des films qui n'en sont entre guillemets pas, c'est-à-dire dans des films comme Le Seigneur des Anneaux, qui reprend d'ailleurs des plans de la forteresse cachée dans les deux tours, littéralement, que dans Star Wars, ou même récemment dans Logan, ou même quand c'est des hommages assumés comme dans Kill Bill, etc., ou même je pense notamment à un film comme Les 5 légendes, notamment de Peter Ramsey, Peter Ramsey est un grand fan de Harakiri de Kobayashi, que lorsque c'est ce que j'appelle moi des films touristiques, c'est-à-dire des films qui vont essayer de te montrer une version assez lisse pour pas trop choquer de ce type d'imaginaire. Le Dernier Samouraï, voilà, c'est un peu le chouchou dans tout ça, hein. Voilà. Grégoire, c'est peut-être parce que justement là, on en parlait en antenne, c'est à mon avis quand ils reprennent le cadre et qu'ils se disent on va faire faire un film de samouraï là-bas au Japon, ou je sais pas, dans un cadre, ils se contentent du truc, ils se disent c'est suffisant pour passer pour un film de samouraï, alors que quand t'as Star Wars, Kill Bill ou d'autres films qui s'approprient un code qui n'est pas le leur, ils les assument et ils le transposent, et du coup ils se renseignent dessus, ils travaillent pour respecter de A à Z un peu, avoir une approche cohérente par rapport à ce qui s'approprie.
Jonathan, je te voyais. Non, ok, d'accord. Charlie. Ouais, je pense aussi il y a une méconnaissance si on va vraiment, si on va sur ce côté de l'appropriation culturelle, c'est méconnaître le fait que tous ces films de série B justement japonais de samouraï, ils ont été créés en copiant l'industrie hollywoodienne et en copiant les films de genre américain à la base. Donc il y a eu une appropriation à ce niveau-là, des recettes pour le public. On voyait que le public allait beaucoup plus voir les films américains, donc on a voulu lui proposer autre chose. Ils ont été aussi acculturés par un envahisseur. Bien sûr. Ah non, mais c'est un procès. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des échanges dans les deux sens tout le temps. C'est un dialogue et c'est beaucoup plus complexe que ça. Et il y a pas. Je pense qu'on est très loin de l'appropriation culturelle. On n'est pas sur une adaptation de Ghost in the Shell, par exemple. Exactement. Le mot est lâché. En plus, on peut faire le lien. C'est vrai que c'est un peu ce que tu disais. C'est souvent plus simple et plus sain d'avoir des hommages au genre du samouraï dans des films qui sont pas forcément des réappropriations, comme un peu de faire des bons hommages au manga dans des films qui sont pas des adaptations directes de manga. Et effectivement, le problème, c'est quand tu veux donner une image concassée, très formelle, très formatée d'un genre, d'un peuple. Aseptisé. Voilà, aseptisé. Et quand tu veux juste t'en inspirer dans un cadre plus général dans ton film. Il y a un film dont on n'a pas parlé dans nos énumérations, c'est Ghost Dog quand même, qui est un peu un cas d'école. Je sais que Charlie t'es très 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 fan de Ghost Dog, mais c'est un film qui peut servir de charnière entre deux cultures qui a priori n'ont pas grand chose en commun, à savoir la culture des samouraïs et la culture hip-hop. Bon, on a le Wu-Tang, on l'a évoqué, mais on a un peu survolé l'animation japonaise jusqu'à maintenant, mais il y a quand même Samurai Champloo, qui est une série qui puise à fond dans les hip-hop. Il y a Afro Samurai, il y a énormément de choses comme ça. Et Ghost Dog, c'est un petit peu le film qui va enclencher un peu toute cette machine. C'est 99, c'est ça si je dis pas de bêtises? Je t'avoue. Fin des années 90. Fin des années 90, mais alors l'année, je ne sais plus. Je crois qu'il était à Cannes en 99. Bref, mais en gros, à quoi ça tient cette charnière entre est-ce que ça vient uniquement de ce côté on a été exposé à ce cinéma parce que c'était pas cher et qu'on a grandi avec ça, ou est-ce qu'il y a une continuité entre les codes un peu de la street et les codes de l'air et d'eau? Les deux, mais pour ça, en fait, faudrait voir aussi du côté du film de Yakuza. Et là, on sort du domaine. Ouais. Les Yakuza restent quand même des héritiers de la pensée clanique des samouraïs, donc on peut en parler rapidement, on peut l'évoquer. Charlie? Ouais, je pense il peut y avoir peut-être deux choses qui vont séduire. À la fois, le Bushido, il y a quelque chose. Ça a été écrit par des nostalgiques de ce qu'aurait dû ou de ce que devrait être le samouraï d'une certaine manière. Donc il y a un côté tout de suite qui est très poétique, qui donne envie. Et puis de l'autre côté, il y a aussi simplement le samouraï. Il y a une prestance. On sait que les samouraïs étaient obsédés par leur apparence, parce qu'à chaque moment, ça pouvait être le moment de leur mort et il fallait qu'ils soient dignes. Donc il y a quand même tout un truc qui va beaucoup, qui va force l'admiration. Et je pense que je suis pas un grand connaisseur de la culture hip-hop, mais tout le paraître, le fait dans la rue, c'est important, quoi. Il y a quelque chose d'inspirant. Et puis il y a un rapport à la mort qui est très 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 incarné, très concret aussi dans ces milieux-là. Grégoire, je te voyais. Non, mais j'avais pas du tout réfléchi à ça en fait, parce que tout à l'heure j'avais évoqué le côté mode et l'influence qu'ils ont eu en fait en termes d'apparence, et ça prend son sens. J'avais pas assez bluffant. Je pensais pas du tout qu'ils entendaient un rapport permanent à la mort. Mais t'imagines, les samouraïs, c'est un ordre de Baudelaire en fait, genre avec que des c'est un ordre séculaire avec que des Baudelaire en fait. Ah non, mais quand tu lis dans Ghost Dog, ils te le disent dès le début justement. Il lit le Hagakure, qui est un manuel, un peu un recueil de préceptes moraux et philosophiques du samouraï. Il dit justement, la mort, c'est tout ce vers quoi tend ta vie, donc tu dois être obsédé par ça et vivre en fonction de ça, quoi. Puis on a aussi bien un truc, c'est même dans le cinéma français, ça a une influence. Jean-Pierre Melville, évoqué sur le chat par Mafouba, justement. Donc, vas-y, non, mais même dans le cinéma français, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire que tu prends un film comme le Samouraï de Melville. Melville, c'est marrant parce qu'il est au carrefour en fait de trois cinématographies. Il l'a toujours dit, c'est le cinéma français, le cinéma américain et le cinéma japonais en fait, qu'il avait toujours fasciné et tout. Et en fait, quand tu parlais justement, c'est que c'est un exemple typique d'échange entre les trois en fait. Et puis ce qui est intéressant, c'est que le Samouraï de Melville, c'est le film qui a inspiré Ghost Dog. Et on retrouve beaucoup de choses, hein, évidemment. On comprend ce qui a inspiré Jim Jarmusch, mais c'est pas le Samouraï
samouraï est pas traité de la même manière. Oui, bien sûr. Chez Melville, c'est vraiment c'est une figure, c'est la rigueur, alors que du côté de Ghost Dog, on a vraiment, c'est plus le côté, c'est la voix du samouraï. Donc il y a tout un cheminement, c'est une rigueur dans la vie, mais pour amener à autre chose, quoi. Un ordre poétique un peu plus cosmique, effectivement, et d'où la veine très crépusculaire du film aussi, parce que c'est un film très fin de siècle, fin années 90. C'est la fin d'une époque, quoi. La fin d'une certaine mafia aussi, la fin d'une certaine acceptation de l'autre aussi. Enfin, c'est que des personnages qui se comprennent pas. Bon, là, on va partir dans une grosse parenthèse. Donc, mais c'est un film, vous l'aurez compris, qui m'a beaucoup marqué pour la préparation de cette émission. Du coup, peut-être dernier axe de ce grand débat, parce que mine de rien, on n'a pas encore parlé de jeux vidéo. Et il faudrait pas oublier l'actualité de la semaine, qui est la sortie de Sekiro. Comment est-ce que ça a pesé finalement, parce que le jeu vidéo, c'est une industrie qui est quand même pour beaucoup née au Japon, avec des codes très précis, etc. Est-ce que cet imaginaire martial codifié du samouraï a pesé sur la façon de penser les jeux vidéo, au-delà de leur présence dans le paysage visuel? Le truc, c'est vrai que quand tu penses au samouraï, tu peux penser à des grands affrontements, il y a eu des batailles quand même. Généralement, c'est vrai que tu penses plus au duel, tu penses plus comme on en parlait un petit peu en antenne, tu penses pas forcément aux grands combats, aux grandes chevauchées ou au shooting, justement à la guerre militaire. Et puis moi, alors justement dans cette idée de duel, c'est vrai que tu prends Fury par exemple, alors c'est pas du tout japonais, mais le héros ressemble quand même beaucoup à un samouraï, à un ronin. C'est le dessin de Okazaki qui a fait Afro Samurai, justement. Voilà. Donc, et c'est un personnage qui affronte des ennemis en un contre un pendant tout le jeu, quoi. Donc c'est martial, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que dans l'idée, c'est que c'est des personnages qui sont quand même censés mener des duels, en tout cas s'inspirer avoir une guerre quand même cadrée. Il suffit de voir For Honor, le jeu de Ubisoft, qui mêle du coup 3 univers, donc médiéval, viking et samouraï. Et c'est quand même, il y a tout un... Alors là, c'est aussi par souci de cohérence avec l'esprit du jeu et ce qu'ils ont voulu marketer en fait, mais il y a quand même beaucoup de travail autour du fait que les personnages, donc on va s'intéresser aux samouraïs, cherchent le duel, même ça se voit dans l'apparence, ça se voit peut-être dans le regard, dans la manière d'observer, toute la mise en scène qui est faite autour du combat, par exemple des pas latéraux quand tu tournes contre un... Oui, le côté deux ennemis qui se tournent autour, un peu comme une danse. Il a le côté d'un côté, et puis c'est toute cette recherche du duel qui est mise en avant ici dans ce jeu. Oui, disons que c'est vraiment une pensée du face-à-face noble entre deux adversaires. Il y a le terme Iaido, c'est celui qui dégaine le plus vite et qui terrassera son adversaire en un seul coup. Notamment on voit ça à la fin de Zatoichi, même à la fin de Sanjuro, je crois. C'est la fin de Sanjuro, ouais. Une scène aussi dans Les 7 samouraïs. Oui, enfin voilà, c'est une figure éternelle, je dirais presque, du film de samouraï qui pèse finalement dans le jeu vidéo. Et c'est intéressant de voir Sekiro qui revient au pays des samouraïs, alors même que c'est la doctrine d'une série comme les Souls, et que c'est peut-être la doctrine de From Software, elle vient de là. Oui, surtout qu'en plus tu joues un personnage qui a plutôt l'air, on dit plutôt que c'est un ninja, un shinobi, mais finalement tu te rends compte que le jeu est quand même fait pour justement la jouer en duel avec les comptes plus qu'avec l'esquive ou avec l'infiltration. Et oui, et puis si tu voulais des vrais samouraïs, tu as Nioh juste en face de toi. C'est ça. Nioh aussi, après là c'est vrai que c'est pas From Software, mais du coup c'est intéressant, et puis là c'est moins dans le duel par contre. C'est plutôt Onimusha, avec des yokai et tout ça en plus. Ça. Mais ouais, non, moi je suis assez intéressé par la philosophie développée par From Software là-dessus, justement, comment est-ce qu'ils ont réussi à intégrer, à pousser au maximum cette philosophie, quand bien même j'en suis pas très client. Vous verrez ça dans les streams la semaine qui vient, mais non, je trouve ça assez intéressant la façon dont Sekiro boucle un peu la boucle là-dessus. Quelque chose à ajouter sur le terrain du jeu vidéo, les amis? Johan, je sais que t'es pas forcément un grand joueur. Sur le chat, on a PJ qui nous demande ce qu'on pense de Metal Gear Rising Revengeance et de sa digestion des samouraïs. C'est plutôt ninja pour le coup, je dirais, parce que le truc c'est que c'est ça le problème, c'est que des fois t'as aussi confonds les deux, des confusions, parce que le ninja est censé être plus discret, mais d'un autre côté c'est en quelque sorte ce qu'un samouraï peut devenir si jamais il trahit certains trucs. Donc la frontière est
poreuse. Très poreux. Bon, on s'en tiendra à cette considération. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci d'avoir été aussi réactifs sur le chat aujourd'hui. L'émission n'est pas terminée. Non, mais c'est pas terminé. C'est pas terminé. Non. C'est pas terminé parce que c'est l'heure, les amis, du quiz musical. Et duel. Quel quiz musical, hein. Et quel quiz musical, parce qu'il va s'intituler cette semaine Chambara Cocktail, donc un beau quiz consacré aux épéistes, aux lames, avec je sais pas si c'est votre délire, mais notre ami PJ a fait deux belles équipes d'habitude qui sont rouges et bleus. Cette fois-ci c'est team samouraï et team algérienne. Donc zéro respect. On voit qui sort de Dragon Ball Super Broly, hein, c'est bien. Jonathan est assassiné. Donc la mort du respect, hein, bien sûr. Donc on rappelle le concept de nos petits quiz. C'est donc 5 morceaux, 1 point par bonne réponse. Si vous n'avez pas la bonne réponse, la parole va à l'équipe d'en face. Team algérienne, Grégoire et Johan. Team samouraï, Charlie et Jonathan, pardon, là, je me retiens. Bref, on est parti pour le premier morceau. Les 7 samouraïs. Les 7 samouraïs, bien, les 7 samouraïs. Effectivement, le thème principal, la ritournelle. On montait un petit peu le son, effectivement. Fumio Ayasaka qui compose le thème principal des 7 samouraïs, sorti en 54. Super. Un petit peu moins fort sur les enceintes, s'il te plaît. C'est parti pour le deuxième morceau, 1-0 pour l'équipe algérienne. Samouraï Champloo, c'est bon. Non, si, c'est bon, Samouraï Champloo. Voilà, très bien. Ah non, mais là c'était direct. Tu allais dire J'étais quoi? parti sur Ghost Dog aux premières notes, je sais pas pourquoi. Mais c'est le côté, c'est le côté hip-hop, quoi. Hip-hop, justement. Nujabes et Shingotsu qui nous interprètent Battle Cry, qui est l'opening de Samouraï Champloo, animé de Shinichiro Watanabe au sein du studio Man Globe. Voilà, c'est sorti en 2003-2004, si je dis pas de bêtises. Un partout, troisième morceau. Bleach, bien. Alors j'ai eu peur là. Non, c'est bon, il faut trouver quand même. Bleach. Oui, premier opening, oui. Premier opening par Astérisque, tu l'as. Ah, c'est. Ils ont fait aussi le 6ème de Naruto, je sais plus. Orange Range. Voilà, merci. Orange Range, donc Bleach, manga de Tite Kubo. Hein, voilà, un inénarrable shonen qui laisse parler les sabres à défaut de développer ses personnages. Donc, boum. Voilà. Non, mais c'est très bien. C'était gratuit. C'est un excès technique très intéressant. 2-1 pour l'équipe samouraï. Et c'est parti pour le quatrième morceau. C'est un jeu vidéo. Vous l'aurez deviné. Okami. Ce n'est pas Okami. On dirait la musique. Équipe samouraï. Je compte sur toi là. C'est un jeu vidéo sorti sur Neo Geo. J'étais pas né. 5, 4, 3. Indice, c'est un jeu de SNK. C'est un jeu de baston. King of Fighters. Ce n'est pas King of Fighters. Un jeu de baston de SNK sorti sur Neo Geo en 93. Pensez très fort à la thématique de l'émission. Il y a un nouveau jeu qui sort cette année, issu de cette série-là. Et ils l'ont tous sur le chat là, hein. Ne les regarde pas le chat. Ils l'ont tous. Bon allez, je vais zapper le point là, c'est pas possible. Oui, je pense qu'on a tous perdu. Bon, alors c'était Samurai Showdown. Ah bah oui, Samurai Showdown, composé par Shinsekai Gyakoku Zatsukidan, qui est donc le petit sobriquet du grand groupe de tous les compositeurs et toutes les compositrices de SNK. Le thème principal, Stillness and Motion, donc qui renvoie évidemment à l'immobilité et à l'irido qu'on a dans les films, étant donné qu'il était possible de tuer ses adversaires en un seul coup, si je dis pas de bêtises, qui est poussé d'ailleurs beaucoup plus loin dans Bushido Blade. Petit cœur pour ce jeu trop souvent oublié. Donc pas de points cette fois-ci, on reste à 2-1. Donc le dernier morceau pourra peut-être solder l'émission sur une égalité. C'est parti pour le dernier morceau.
Kill Bill. Kill Bill, bien. Ah là là. Une note quoi. Kill Bill, il l'attendait, il l'a eu. C'est un point extraordinaire Cool, pour le dernier point il compte double, non? le dernier point. Et Déjà, t'as pas dit volume 1 ou 2 alors. Hein. C'est volume 1. Oui. Trop tard. Bah. Voilà, En bon. même temps, il me semble qu'il le considère que comme un film. Donc. Oui, ce sont les deux volets d'un seul et même film. Donc Battle Without Honor or Humanity, composé par Tomoyasu Hotei pour le premier film Kill Bill, signé Quentin Tarantino en 2003. Et ce n'est absolument pas en fait, si vous aviez dit téléfoot, j'aurais donné -1. Voilà. Ou j'aurais donné +2, je sais pas. Enfin, j'aurais été clément ou extrêmement cruel. C'est donc une égalité parfaite. On va régler ça à l'Iaido, du Shifumi si vous voulez bien. C'est pas très radiophonique, mais il faut un gagnant. Donc qui se dévoue de chaque côté? Charlie, ok. Johan, très bien. Shifumi. Non, vous avez Shifumi. La team Samouraï l'emporte l'emporte au Shifumi. Ciseaux contre feuille. La lame, encore une fois. Toujours. Et je trouve ça très mignon parce que tu as chroniqué Us en plus, donc avec les ciseaux, c'est assez rigolo. T'as la continuité jusqu'au bout. Oui, effectivement. Donc, c'est l'heure des recommandations. En avez-vous? Oui. Jonathan. Alors, moi, j'en ai deux. Le premier. On a justement, 15 000 sur plateau là. Alors, c'est attends, ça. Non, mais alors là, voilà. Il y en a. Là, c'est un jeu de rôle, c'est le livre des 5 anneaux, donc sur un monde de fantasy très très inspiré du Japon, alors quand même qui reprend justement pas mal de choses, notamment sur le Bushido, en tout cas une version, alors sans être orientalisante, qui reprend pas mal de choses dessus, qui est quand même assez bien renseignée, mais qui développe des choses, alors en plus avec des monstres, avec de pouvoirs magiques. Si vous aimez le jeu de rôle, c'est pas trop mal. Et alors une qui n'a rien à voir avec l'émission, c'est le Disque Monde. C'est Terry Pratchett que je suis en train de me refaire et que je trouve toujours aussi génial. Je suis en train d'explorer justement des livres comme La 8e fille que j'avais pas eu l'occasion de lire. C'est super et c'est très drôle, et une version française très bien traduite, il faut le dire. Voilà, si c'est jamais très long, en tout cas la plupart sont assez lisibles et digestes. Il n'y a pas de raison, si vous aimez, même si vous êtes lecteur occasionnel, c'est bien pour vous. Et PJ qui te fait plein de bisous depuis la régie. Et je rappelle que peut-être que tu te prépares à l'arrivée de Good Omens sur BBC. Je me prépare totalement à l'arrivée de Good Omens, qui est donc, on rappelle juste un livre justement entre Pratchett et Neil Gaiman, et qui est adapté avec en plus Mr. Sheen et Michael Sheen et Michael Sheen, si j'ai toujours Charlie Sheen en tête, c'est Michael Sheen, c'est ça. Michael Sheen et David Tennant, tout à fait. Donc, voilà, et John Hamm aussi. Voilà, aussi. Quel casting. Greg, une reco. La revanche du yaourt, déjà. Oui. Allez voir celui-là, et celui avec les 3 robots qui a à mourir de rire quand même. Très bien. Parce que, bon bref. Et sinon, Prison Break. Ah bon? Parce que je suis en plein dans la première saison là. Mais si on n'a pas le temps. Bah, prenez-le parce que à l'heure actuelle. Non, même pas vrai. Si. J'ai compris cette référence, monsieur. Aussi, hein. Voilà. Il l'a pas. Enfin, la rage. Tu regardes en VO toi là? Ouais, je regarde en VO. Ouais, c'est pour ça. Ouais, d'accord. Bon, bref. Et non, je suis en train de regarder la première saison et c'est époustouflant. La première saison, en fait, ça nous tient en haleine. Pour l'instant, j'ai regardé 18 épisodes, j'ai pas vu le temps passer. En fait. Non, c'est incroyable. Mais c'est un peu vieux, donc je suis conscient que beaucoup de monde a dû la voir, mais ceux qui l'ont pas vu, même je pense que ça se reconsomme sans souci. Ouais. Charlie. Moi je vais recommander un film que j'ai vu pour la préparation de cette émission et qui m'a vraiment bluffé. C'est du coup j'en ai parlé, c'est Seppuku Harakiri de Kobayashi. La photographie est absolument incroyable. Vraiment les images c'est d'une beauté. Chaque plan c'est un délice pour les yeux, et c'est en plus c'est un très beau film. Jetez-vous dessus, vraiment. J'ai rien d'autre à ajouter. Très bien. Et Johan? Alors, deux petites recos. Donc, la première, c'est un film oublié de samouraï des années 80, mais qui vaut vraiment le coup. J'ai vu récemment, il s'appelle Shogun Shadow, avec Sonny Chiba, qui date de 1989. Et en fait, donc ça reprend plus ou moins une structure façon 7 samouraïs, sauf qu'ils doivent en fait traverser plusieurs territoires pour aller avec un enfant. Donc je révélerai pas l'identité, enfin
pour ceux qui n'ont pas vu le film. Et c'est un film sans prétention, mais très spectaculaire, très généreux, avec des poses iconiques, en veux-tu en voilà, et ça vaut vraiment le coup. Jonathan. Oui, 10 secondes, c'est vrai que Mafuma en parlait tout à l'heure. Shinkenger, justement, le Sentai sur les samouraïs, qui est très très bien, et d'ailleurs qui a été malheureusement massacré lorsqu'il est passé en Power Rangers. Shinkenger, c'est l'occasion d'aller dessus, c'est très bien. Et une deuxième reco, mais ça c'est de Aurélien, donc qui n'a pas pu venir, c'est La Lame Diabolique de Keiji Mizumi. Voilà. Très bien, très bien. Donc que de beaux films et que de belles séries. On va rester chez Keiji Mizumi parce que ma recommandation, j'en ai 25. J'ai donc les 24 premières tiennent en une seule, c'est Zatoichi tout simplement. Saga initiée par Keiji Mizumi justement en 1962 avec le premier film, absolument extraordinaire. Voilà, hein, c'est vu pareil pour la préparation de cette émission. En plus de Ghost Dog, vu qu'on a suffisamment chanté les louanges de Ghost Dog, je rappelle Zatoichi, c'est quand même excellent. Il y a également un petit au milieu qui s'appelle Zatoichi versus Yojimbo, où justement Zatoichi affronte Toshiro Mifune. C'est un peu le Alien versus Predator du film de samouraï, ça fonctionne assez bien. T'as osé? Oui, j'ai osé, t'as vu. Non, mais voilà, donc c'est une saga qui a énormément de variétés et beaucoup de thématiques différentes, et notamment Zatoichi versus Yojimbo, une conclusion très sombre pour le coup, notamment la critique du côté un peu mercenaire de la chose. Pas beaucoup de rédemption pour ces personnages. Et ma deuxième recommandation, ce sera donc un petit film dont on n'a pas parlé du tout. En même temps, j'ai envie de dire, ça aurait peut-être pas forcément élevé le débat. C'est Samouraï de Giordano Gederlini. Qui est donc un film français qui date de 2001, qui est un nanar absolument extraordinaire que je crois avoir déjà recommandé dans notre émission avec Nanarland. Je l'ai pas vu, mais vu les réactions. Mais je le rappelle quand même, c'est un film extraordinaire, avec Omar Sy qui joue un copain. Enfin, c'est un héros, un mec de boys band qui rencontre une jolie japonaise, sauf qu'elle est jouée par une thaïlandaise ou une vietnamienne, je crois. Donc en plus, il se goure. Ah ouais. Qui est en fait l'héritière d'un clan de samouraïs possédé par des démons tous les 500 ans, qui du coup veut se renforcer. C'est la vague des nanars français inspirés des jeux, qui essayent de traiter des jeux vidéo avec gamer. C'est l'autre. Mais Samouraï est encore plus cosmique parce que la bande son notamment est composée par Kenji Kawai, qui a fait Ghost in the Shell. Et Ring aussi. Et Ring aussi. Donc c'est absolument extraordinaire. C'est deux films en un. Les scènes jouées par les Japonais, comme forcément ils sont très professionnels, tu y adhères un petit peu. Et les scènes avec les Français qui sont absolument cosmiques. Et quand tu as les deux dans le même champ, tu oublies quand même qu'il y a une sorte de jeu vidéo maléfique, Dark Bushido 2, tu vois. Oui, Dark Bushido 2 effectivement, et avec un final absolument extraordinaire où tu as le petit frère, t'as un éclair sur l'antenne de la télé et du coup il contrôle son grand frère qui se bat contre le démon. C'est extraordinaire. Voilà, c'est Wachowski, tout ça, t'oublies. Tu vois, t'oublies tous les films adaptés de jeux qui ont essayé d'adapter les codes du jeu vidéo. Celui-là, c'est le chef-d'œuvre absolu. Et une petite scène dans des escaliers un peu audacieuses au milieu du film avec toute une porte d'ascenseur et tout. Non, mais c'était pas mal avec le fourreau qui se coince et tout. Bref, passons. Ma reco était beaucoup trop longue. Désolé. Donc, voilà, c'était tout. Je vois qu'il y a pas mal de recommandations sur le chat. C'est le Dolan. Ma vie avec John F. Donovan, si je dis pas de bêtises, de la part de La Débauche, qui divise pas mal. Mafuba qui nous dit Samouraï le nanar, Samouraï Jack, je vois Shogun Shadow, Kiné des Loutres, le manga Vagabond de Takehiko Inoue dont on n'a pas parlé effectivement, en même temps, et Kenshin le Vagabond, et Blade 2, que de recommandations, que de sabres, que de belles choses, j'ai envie de dire, une émission extraordinaire. Tant qu'on est sur les sabres, Devil May Cry 5, comme ça c'est fait. Hop, c'est comme le veut la phrase consacrée. C'est la fin des choux. Et c'est la fin de ce numéro 88 d'Hyperlink. On espère que ça vous a plu. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Johan, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Monsieur Bobine, j'imagine. Sur Monsieur Bobine avec toute l'équipe. Donc on prépare de nouveaux épisodes et voilà. Pour l'instant, c'est tout. Une petite annonce, un petit teasing? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Très bien. Tu gardes close to the chest. Voilà. Très bien. Vous avez des petits plans là pour la semaine? Là qui arrive, non c'est bien. Par contre le mois d'avril va être très rempli. Ouais. Très rempli. Moi j'ai juste très hâte de voir le nouveau Tarantino, mais c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite effectivement. Bon les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 89 en compagnie d'Anaïs Chevillard et Sybille Collas. On va aborder la dure question, la question un petit peu épineuse. Comment est-ce qu'on crée un personnage féminin en 2019? À la semaine prochaine. Ciao.
Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.